On va commencer avec un tirage au sort qui a désigné François Asselineau pour débuter. Donc une image de campagne. Alors, il s'agit de l'image de mon dernier meeting à Paris, où j'ai réuni pratiquement 1 millier de personnes et au même moment 61 000 personnes sur les réseaux sociaux pour écouter. Alors, pourquoi j'ai choisi cette image? Pour deux choses. La première, c'est parce que les Français ne sont pas au courant que nous faisons des salles pleines à travers toute la France, qu'à Lyon, j'ai fait 2 fois plus de monde que Madame Ayer et que Monsieur Attal. Donc, tout ceci est tenu. Les Français n'en sont pas informés dans les grands médias. Et la deuxième raison, c'est parce que pourquoi les gens viennent? Parce qu'ils s'intéressent. J'ai créé le parti du Frexit il y a 17 ans. J'ai été le candidat à l'élection présidentielle pour le Frexit il y a 7 ans. Et tout ce que j'ai dit depuis 17 ans se révèle malheureusement prémonitoire et exact. Et nous sommes là pour proposer la sortie de l'Union européenne, la libération de l'Union européenne qui est une dictature antisociale, la libération de l'euro qui est en train de nous entraîner à la ruine et à un endettement croissant, et la sortie de l'OTAN, puisque l'OTAN nous entraîne directement vers une guerre contre la première puissance militaire mondiale, la première puissance nucléaire mondiale, qui est la Russie. Donc je vais vous demander aux uns et aux autres de nous donner une mesure que vous souhaitez défendre qui pourrait changer la vie des Français. François Asselineau. Écoutez, vous ne serez pas surprise de constater que je propose toujours la même chose depuis 17 ans. C'est-à-dire qu'il faut que les Français comprennent la nécessité absolue de sortir au plus vite de l'Union européenne, mais aussi de l'euro et de l'OTAN. On voit effectivement tous les 5 ans des candidats qui se présentent, chacun propose une solution et que toutes ces solutions reviennent en fait à considérer que l'Europe ne marche pas et qu'il faut la changer. Et ils proposent tous des propositions qui sont contraires aux traités européens. Alors, quand on fait l'addition de tout ça, on s'aperçoit qu'en fait, ils veulent tous le Frexit, sauf qu'ils n'osent pas le dire. Il faut absolument envoyer des députés de ma liste Asselineau-Frexit au Parlement européen pour renverser la table et pour imposer que le débat ait lieu. Ce débat aujourd'hui n'a pas lieu. Et je voudrais insister sur le fait que pour changer l'Europe, il faut avoir 27 signatures de gouvernement sur le même texte et 27 ratifications de parlements nationaux sur le même texte ou éventuellement de référendum. Ce qui donne 54 institutions pour changer les traités européens. Ça n'est plus possible. Oui. Et notez bien qu'à aucun moment les députés européens n'interviennent. C'est-à-dire qu'en fait, on voit une espèce de commedia dell'arte tous les 5 ans avec des candidats qui proposent de changer l'Europe alors qu'ils ne pourront rien faire du tout. Certains proposent de passer à la majorité qualifiée sur certains sujets, ça ne changera rien. Nous ne sommes qu'un État sur 27, madame. Et il y a beaucoup d'autres États qui refuseront de la majorité qualifiée. Par exemple, les petits États comme le Luxembourg, Malte ou Chypre qui s'y refuseront avec la dernière énergie. Bien sûr. Donc 13% des citoyens européens qui disent souhaiter voir leur pays quitter l'Union européenne. C'est pas parce qu'ils veulent pas quitter l'Union européenne qu'ils en sont pas d'ailleurs extrêmement critiques. Et c'est ce qu'on voit dans de nombreuses études, notamment un eurobaromètre qui a été fait le mois dernier, qui montre que parmi les plus critiques d'ailleurs, ce sont nous, les Français, puisque seulement 27% des Français ont une opinion positive du Parlement européen. Alors je vais vous poser une question, vous êtes impatient de répondre. Est-ce qu'il faut justement, dans notre vie quotidienne, plus ou moins d'Europe pour que ça aille mieux? Alors, François Asselineau d'abord, et puis Florian Philippot, vous vouliez intervenir, et ensuite je donnerai la parole à tout le monde. Allez-y. Je voudrais dire d'abord qu'il y a les 8 candidats dont vous parlez tout à l'heure, d'après l'ARCOM, ont bénéficié au cours de cette campagne de 92% du temps de parole. C'est-à-dire qu'à 8% du temps de parole sont réservés aux 30 autres candidats. C'est un scandale démocratique. C'est un scandale démocratique. Non. Il n'y a aucun pays démocratique au monde où il y a une telle différence. Plus ou moins d'Europe. D'ailleurs, je vous signale, par tout hasard, que nous avons saisi l'OSCE, vous savez, cette organisation qui surveille la façon dont se déroulent les élections en Biélorussie, en Russie, au Venezuela. Et je reçois demain des observateurs qui viennent voir comment sont traitées les élections européennes en France. Nous avons, écoutez, j'ai eu plus ou moins d'Europe dans nos vies quotidiennes pour la changer. Laissez-moi parler, pour une fois que j'ai la parole. Laissez-moi parler. C'est un scandale la façon dont se déroulent ces élections européennes, où on vient 5 jours avant le scrutin
matin, nous demander notre avis à 23 heures lorsqu'il n'y a plus personne. Exactement. Je représente. beaucoup de monde devant la télé à ce Vous savez ce que je vais vous dire? Moi, j'ai une chaîne de télévision, je suis le responsable politique qui a fait 20 vidéos qui ont dépassé 500 000 vues, Oui. 7 vidéos qui ont dépassé 1 million de vues. C'est ça que les Français attendent comme véritable débat. Est-ce que oui ou non, on va rester dans cette Union européenne qui est en train de nous détruire et d'écraser nos libertés, notre niveau de vie et qui nous entraîne vers la guerre? Alors, d'ailleurs, en fait, les Français ont déjà tranché. En 2005, 55% des Français ont voté non. Quelle a été la suite des événements? Les européistes ont imposé quand même la construction européenne. C'est une dictature qui ne dit pas son nom. Nous sommes là pour la combattre. On veut intervenir sur le sujet de l'immigration où on avance. Pierre Laroutourou, François Asselineau, vous voulez intervenir sur ce sujet? Oui, je voudrais intervenir parce qu'on constate sur ce sujet comme sur tous les autres que la campagne électorale est fondée sur des mensonges. Il faut savoir que sur l'immigration actuelle, il y a 90% d'immigration qui est légale, qui est fondée sur des titres de séjour qui sont donnés par l'un des 27 États. Et la Commission européenne a dit que son objectif, si l'on reste dans l'Union européenne, c'est d'avoir 4 millions d'immigrés légaux par an. Et notez bien, je m'adresse ici aux électeurs de M. Bardella ou de Mme Marion Maréchal, écoutez bien ce qu'ils disent. Ils parlent de lutter contre l'immigration illégale, c'est-à-dire 10%. Et Mme Maréchal a déjà annoncé qu'elle siégerait avec son mari, qui d'ailleurs est italien, sur la liste Fratelli d'Italia, dans le groupe de Mme Meloni, qui a trahi ses électeurs, puisqu'elle avait dit qu'elle ferait un blocus naval. Elle n'a rien fait du tout. Elle a donné 452 000 nouveaux titres de séjour. Ça veut dire que si l'on reste dans l'Union européenne et dans l'euro, parce que l'euro est aussi un moyen de chantage des européistes par les politiques de la Banque centrale européenne, eh bien, nous n'avons plus les manettes, nous ne pouvons plus décider de rien de stratégique, en particulier sur les questions migratoires. Madame Arthaud, est-ce que vous êtes une démocrate ou pas? Êtes-vous une démocrate ou pas? Tous les sondages montrent que 75% des Français, y compris des Français d'origine immigrée récente, considèrent qu'il y a maintenant trop d'immigrés. Alors vous considérez que le peuple français n'a pas le droit de s'exprimer? L'organisme de l'ONU qui s'appelle le Haut Commissariat pour les réfugiés, pourquoi est-ce que l'Europe serait toujours la seule et unique destinataire des réfugiés de guerre? Pourquoi est-ce que ces gens ne vont pas justement aux Émirats Arabes Unis, au Qatar, qui relèvent de la même zone géoculturelle? Pourquoi ils ne vont pas non plus dans d'autres pays comme le Japon ou comme la Taïwan? Question pour François Asselineau, une question de Claude à Marseille. Pourquoi est-ce que vous ne faites pas une liste commune des souverainistes? On vous la pose souvent, cette question? Oui, c'est une question banale. Si vous voulez, j'ai créé un parti il y a 17 ans, et puis comme toutes les idées qui deviennent dans l'air du temps, elles suscitent des émules. Donc j'étais la seule liste en 2014, en 2019, on avait 2 ou 3. Maintenant, il y en a 5 ou 6. Il y en a d'ailleurs qui protestent dehors parce qu'elles ne peuvent pas entrer. Donc voilà, en règle générale, les gens préfèrent l'original à la copie. Oui, je dirais en conclusion que c'est dormir toute la vie que de croire à ses rêves. C'est un proverbe chinois que j'aime bien. On a toujours, tous les 5 ans, des européistes qui nous dévoilent leurs rêves, qui ne débouchent sur rien. Et les gens qui disent « Est-ce que vous vous rendez compte de ce qui se passerait si on sortait de l'Union européenne ?» Moi, je leur réponds « Est-ce que vous vous rendez compte de ce qui va se passer si on y reste ?» Si on y reste, il y a 9 pays qui vont entrer. L'élargissement, y compris l'Ukraine, la Géorgie, l'Albanie, qui sont sur la voie de l'adhésion, et la Turquie sur la voie de l'adhésion dans l'Union européenne. Ce sont des centaines de milliards d'euros qui vont être ponctionnés sur les pays comme la France. Si on reste dans l'Union européenne, nous allons tout droit vers la création d'une Europe fédérale, la France devenant un État fédéré, étant obligée de céder son siège à l'ONU, de perdre son statut de grande puissance, de perdre son droit de veto, de céder sa force de frappe nucléaire à l'ensemble des pays de l'Europe avec une doctrine d'emploi dont nous ne serons plus les maîtres. Nous allons donc vers un désastre et un risque potentiel de guerre contre la première puissance nucléaire qui est la Russie. Le grand sujet qui doit se poser maintenant, c'est qu'est-ce que c'est que l'avenir de la France? L'avenir de la France est un pays formidable. Vous savez, la langue française est en très forte croissance dans le monde. La France a la première ou deuxième zone économique exclusive. Il n'y a aucune raison pour que la France n'ait pas la même destinée que la Suisse, la Norvège ou l'Islande, qui sont les 3 pays de l'Europe qui ont refusé d'entrer dans l'Union européenne et qui sont, d'après les Nations Unies eux-mêmes, au sommet du développement humain. Merci François Asselineau.